On sent qu'on est quand même à la merci d'une décision politique ou d'un mauvais regard, quoi. Et l'entrepreneur, c'est celui qui voit le tableau, qui n'est pas que contemplateur. C'est cette faculté à se lever le matin et à vouloir se faire chier avec tous les détails, quoi. Si on connaît pas bien un secteur, ça me semble très compliqué de se mettre dedans. Pour moi, c'est l'idée qui donne l'envie d'entreprendre. 80% des cas, c'est une vie de regret quand même, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michael Goldman, entrepreneur et producteur de musique. Il est le fondateur de My Major Company ou encore de Tipeee. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc au départ, tu ne te destinais pas à la musique mais aux jeux vidéo et c'est finalement à la suite d'un stage que cette passion a vu le jour. Est-ce que tu peux nous en dire plus, te présenter toi et ton parcours? Alors ça, je sais pas d'où vient cette information, mais elle est quand même partiellement fausse. Disons que j'occupais plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à faire de la musique, ça c'est sûr. Mais non, moi, depuis petit, enfin depuis que j'avais à peu près 16 ans, je me voyais en patron de label. Donc j'avais déjà cette ambition-là de devenir producteur. Je m'étais mis à mixer déjà à l'époque dans des soirées. J'avais acheté mes platines, ma table de mixage. J'allais chercher des vinyles en espérant trouver des pépites, tout ça. Donc c'était la mode à cette époque-là, dans les années 90, hein, c'était les débuts de la house et du rap. Voilà, moi à la base, non, au contraire, c'était vraiment plutôt la musique. J'ai commencé dans la musique en stagiaire dans une maison de disques. J'avais aussi, mais comme beaucoup de gens de mon âge, une passion pour cet univers un peu geek et notamment l'arrivée des modems, d'Internet, l'informatique. Tous mes potes étaient des potes qui désossaient des ordinateurs. Tout ça nous a happé assez vite. Et donc j'ai évolué un peu dans ces deux secteurs-là. La musique, c'est devenu assez vite mon métier, mais j'avais un vrai besoin d'indépendance qui me poursuit depuis le début. Donc assez vite, j'ai quitté la maison de disques pour monter ma propre boîte de prod avec deux associés que j'avais rencontrés justement en maison de disques. On a commencé ça en pleine crise du disque, donc c'était vraiment le pire moment. Mais bon, comme toute destruction, ça fait de la création aussi en économie, c'est la base schumpeterienne. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous est venue l'idée de My Major Company qu'on a montée en 2007 et qui a fait exploser le label, qui a très bien fonctionné. Et en 2013, donc ça m'a fait mettre un pied dans l'univers d'Internet et de la création sur Internet sur le plan professionnel. Et en 2013, on a monté Tipeee, qui pour le coup n'a plus rien à voir avec la musique, qui est le pourboire pour les créateurs du web, voilà, et qui marche très bien aussi. Et en 2002, tu as fondé ta propre maison de disques Bamago. Pourquoi tu as eu cette envie d'entreprendre? J'ai jamais vraiment vécu comme une envie, je l'ai plutôt vécu comme une contrainte. Depuis petit, je n'arrive pas à suivre une marche qui n'est pas la mienne, ou dans laquelle je crois pas, ou qui ne fonctionne pas à mon rythme, quoi. Donc j'étais un peu, ouais, c'était presque plus une contrainte. Je savais que je serais entrepreneur, ou en tout cas indépendant, parce que je pouvais pas vraiment faire autrement, quoi. Donc voilà. Et du coup, tu as fondé, My Major Company et tu étais l'un des premiers vraiment à te lancer dans le digital en lançant une plateforme de financement participatif. Est-ce qu'on a des doutes ou des craintes justement quand on est l'un des pionniers du secteur comme ça? Alors moi, à titre personnel, mais là c'est plus de l'ordre du psychanalytique, j'avais quand même terriblement peur d'échouer, mais j'allais dire que ça précédait plutôt My Major Company. C'est-à-dire que mes années avant My Major Company étaient des années de, oui, de peur de l'échec. Et mes My Major Company, pour le coup, je dois dire que j'ai pas eu peur du tout. Depuis le début, je savais que ça marcherait. Enfin, je me doutais que ça marcherait, je voyais pas de raison plausible ou théorique pour lesquelles My Major Company en 2007 ça marcherait pas. Non, j'étais assez serein là-dessus. D'ailleurs, d'un point de vue psychanalytique, ça c'est rigolo, parce que c'est la première fois que j'ai demandé à mon père de m'aider dans un truc lié au boulot. Il a fait une petite vidéo pour nous permettre de teaser sur le lancement de My Major Company, ce qui était hyper sympa de sa part. Mais le fait que moi, j'ai passé ce pas de lui demander un service sur un projet personnel, c'était le marqueur le plus prégnant, si besoin, que j'étais convaincu de l'idée, quoi, et que convaincu que ça allait marcher. Sinon, je l'aurais jamais fait. Donc ton père et ton oncle sont vraiment implantés dans le domaine de la musique. Est-ce que quelque part tu penses que ça t'a vraiment influencé sur cette envie d'entreprendre toi aussi dans cet univers musical? C'est une bonne question. Oui, sûrement. C'est-à-dire que quand même, je voyais des hommes qui, avec les valeurs familiales, les codes familiaux que je connais, avaient réussi dans ce domaine-là. Donc je me disais, a priori, c'est des valeurs et des codes qui fonctionnent. Ça me donnait plutôt confiance. Je pense que, mais bon, c'est aussi pour ça que les fils de boulanger deviennent boulangers, et que les fils de cordonniers deviennent cordonniers. Enfin, même si c'est pas une règle, hein, sociologiquement, c'est souvent comme ça. C'est parce qu'on a des modèles de réussite dans des secteurs et donc ça nous permet un peu d'apprivoiser ce secteur ou en tout cas d'arriver dedans sans trop de crainte. Oui, donc je pense que ça m'a plutôt influencé dans le bon sens, quoi. Et au niveau de ta carrière, quel impact ça a eu la notoriété de ton père sur toi? Est-ce que c'est facile d'être le fils de Jean-Jacques Goldman ou est-ce que au contraire parfois c'est vraiment difficile à gérer? Mais c'est les deux, disons que c'est un zoom, quoi. C'est, j'allais dire, c'est un révélateur, ou un accélérateur, ou un démultiplicateur. C'est-à-dire que quand on est mauvais, les gens sont tellement ravis qu'on soit mauvais que ça fait très vite le tour et que les gens sont contents de se le dire. Et quand on est bon, les gens sont aussi très contents de le dire. Donc, ouais, c'est un révélateur de ce qu'on est. Forcément, on peut difficilement faire, enfin, on doit se méfier des faux pas et nos victoires sont peut-être encore plus visibles.
Disons que c'est pas tout à fait neutre. Après, je crois pas que ça change fondamentalement les choses. C'est-à-dire que si on avait été mauvais en tant qu'entrepreneur, on aurait échoué de toute façon. Et si on avait été bon, sans être des fils d'eux, on aurait probablement réussi. Et en tant que pionnier du digital et du financement participatif en France, comment ça s'est passé justement le lancement de My Major Company? Quelles difficultés vous avez rencontrées? On a rencontré, les difficultés assez classiques, honnêtement, je dois dire que sur My Major Company en soi, je trouve enfin moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait eu énormément de difficultés. Alors il y avait un vrai doute, juridique qui nous a poursuivis depuis le début, c'est qu'on savait pas si My Major Company était, juridiquement viable ou pas et on n'a jamais vraiment su. Moi, j'ai découvert ça un peu d'ailleurs, en me lançant là-dedans, donc ça fait partie de mon expérience d'entrepreneur. C'est-à-dire que, je découvrais ce qu'étaient les zones grises juridiques et un truc, qui est assez, flippant d'ailleurs et assez déprimant, c'est qu'on est quand même dans une situation où on sent que, et la justice et le gouvernement peuvent décider à un moment que finalement non. Et peuvent décider aussi que finalement oui, et que tout ça est basé sur à peu près rien. Ça m'a fait découvrir, vraiment j'étais pas vraiment ravi de le découvrir, que, c'était aussi pour ça que les patrons serraient les mains et se faisaient copains-copains avec le monde politique. C'est parce qu'en fait, ce rapport de force-là existe. Donc voilà, My Major Company, c'était un modèle qui n'existait pas. Alors sur internet, évidemment, on est un peu des défricheurs. Alors moi, j'ai fait que des trucs, qui étaient un peu en zone grise toujours, donc c'était toujours un peu le cas. On sent qu'on est quand même à la merci d'une décision politique ou d'un mauvais regard, quoi, un peu comme un peu comme dans la rue. Et donc c'est un peu stressant et surtout que serrer des mains et faire des courbettes, c'est vraiment pas, ni mon fort ni ma passion. Donc voilà, j'ai découvert ça. Mais bon, on s'en est plutôt bien sortis, et c'est vraiment honnêtement essentiellement une question de timing. C'est-à-dire que My Major Company est arrivé à un moment où, d'un point de vue, médiatique et aussi d'un point de vue politique, les gens cherchaient des réponses, positives sur, qu'est-ce qu'internet pouvait apporter à la musique. Comme, le timing était bon, tout s'est déroulé de manière assez simple en fait. Et on n'a pas eu vraiment de difficultés, business sur le lancement de My Major Company. Les 3-4 premières années, c'est vraiment qu'une accumulation de succès, hein, faut bien le dire. Donc non, je peux vraiment pas me plaindre de cette période-là. Et donc là, tu viens de nous le dire, c'était une histoire de bon timing. Est-ce que vous l'aviez senti justement que c'était le moment de lancer My Major Company? Oui, oui, complètement. Mais ça, j'allais dire, ma qualité d'entrepreneur, je pense, c'est celle-là. Et vraiment, il y a plein de trucs d'entrepreneur que j'ai pas et pour lesquels je suis vraiment pas bon. Mais ma qualité d'entrepreneur, c'est une qualité, qui est un espèce de mélange de marketing et de reniflage de l'air du temps. J'arrive à comprendre, qu'il y a des choses, c'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens attendent et voilà, après, il faut être capable de le mettre en branle et d'être, celui qui le propose, hein, ce qui est pas toujours le cas. Mais ouais, ça, je le savais. Mais Major Company, franchement, j'ai jamais eu de doute. Tipeee non plus, honnêtement, hein. Il y a toujours des doutes, sur l'exécution et des doutes sur le fait que des concurrents peuvent le faire mieux et plus vite. Mais en l'occurrence, j'avais pas de doute sur le fait que ces idées-là pouvaient, prendre leur place au moment où on les a lancées. Et tu l'as dit, en tant qu'entrepreneur, il y a des choses sur lesquelles tu es bon et sur lesquelles tu es moins bon. Est-ce que c'est important justement de connaître ses points forts et ses faiblesses? Ah oui, je pense que c'est important, ouais. Oui, oui, c'est important. Mais j'allais dire, c'est presque la qualité numéro un d'un entrepreneur, je pense. Enfin, bon, peut-être pas en même temps, mais en tout cas, oui, faut être capable de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, c'est vraiment important. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, se perdre dans des choses pour lesquelles ils étaient vraiment pas bons et inversement, laisser de côté, les choses pour lesquelles ils sont bons. D'ailleurs, on le découvre aussi sur le tas, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, moi, à la base, j'ai fait ça, par passion pour la musique, par passion pour internet et puis pour un truc un peu théorique plus général sur, le rôle de la création sur internet et tout ça. Puis à un moment, quand on se retrouve au bout de 9 mois à gérer que des problèmes, RH et des problèmes juridiques qui nous intéressent pas du tout et qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train de délaisser ce pour quoi on est bon et qu'on confie ce pour quoi on est bon à des N-1 ou des N-2 et qu'on se tape, tous ceux pour quoi on n'est pas bon et pour lesquels on s'amuse pas, faut être capable de s'en rendre compte, ouais, je pense. Et comment on parvient à se renouveler sur un secteur comme celui-là? Est-ce que tu trouves que le modèle de My Major Company, il n'est pas un peu vieillissant? Ah bah, il est même, complètement, fini, on a arrêté My Major Company en 2000, que je dise pas de bêtises, ça va faire 8 ou 9 ans qu'on a arrêté le modèle du crowdfunding, avec retour financier sur des artistes musicaux. On a arrêté ça, oui, je dirais en 2011 ou 2012, tu vois? Ça doit être dans ces eaux-là, donc ça fait plus de 10 ans. Donc oui, oui, bien sûr. Le modèle en soi, il a eu un rôle, génial pour nous et pour le marché, je pense, dans ces années-là et surtout pour le financement participatif parce que c'était, disons le premier modèle de financement participatif en France et puis j'allais même dire qui ait vraiment marché dans le monde. Mais il avait ses limites, hein. On a dû l'arrêter. Après, se renouveler, honnêtement, moi, c'est pas trop un problème dans ma vie à moi parce que mon problème, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de faire tout ce qui me vient en tête. J'ai vraiment pas du tout de problème pour l'instant, hein. J'espère que ça va durer, de problème de renouvellement d'idées et d'envie. Mon problème, c'est plutôt l'ennui à faire perdurer des choses. J'aime bien lancer des choses et puis je suis pas forcément bon. Et je m'amuse plus beaucoup quand le truc tourne et qu'il y a plus vraiment besoin de moi, quoi. Moi, j'aime bien être à l'initiative. J'aime bien être un Kickstarter pour parler d'un concurrent. C'est ça que j'aime faire, quoi. Partir de rien, partir d'une feuille blanche et faire exister une idée, ça me plaît beaucoup. Et comment on se rend compte justement des limites de son entreprise? Honnêtement, je pense que toutes les histoires sont différentes.
Nous, on a arrêté My Major Company parce qu'il y a un moment où, pour être vraiment honnête, c'est un moment où moi j'ai dit allez stop, c'est trop cher payé pour ce que ça rapporte. Voilà, c'était un moment où il y avait des internautes qui commençaient à se plaindre, des artistes qui eux-mêmes commençaient à se plaindre. Nous, on était entre les deux. Et je me disais, en fait, nous, on n'a pas fondamentalement besoin ni des uns ni des autres pour être heureux, quoi. Donc, s'ils sont pas contents, ça sert à rien de continuer, quoi. En plus, moi, j'étais très sensible à ça. J'avais pas envie qu'on dise du mal de nous et qu'on dise du mal de moi par ailleurs, parce qu'on avait vraiment fait My Major Company avec beaucoup de bonnes intentions, quoi. À partir du moment où il y a des gens que ça ne satisfait pas, comme on avait d'autres options et d'autres possibilités, j'ai préféré arrêter. Et du coup, tu as fondé Tipeee. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter un petit peu le modèle? Alors Tipeee, alors My Major Company en fait a continué à exister, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté. C'est-à-dire que My Major Company en fait c'est resté un label de musique. En fait, grâce au modèle My Major Company, on a réussi à créer un gros label indépendant qui en fait pouvait vivre de son catalogue et de ses nouvelles signatures. Donc c'était vraiment la partie crowdfunding et financement participatif qui devenait une gêne et qui devenait un ennui, mais My Major Company a continué à exister et continue à exister aujourd'hui encore en tant que label qui produit des artistes mais de manière traditionnelle. Tipeee, on l'a lancé en 2013 et Tipeee c'est le pourboire sur internet. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est si vous voyez un youtubeur, si vous voyez une vidéo d'un youtubeur ou si vous écoutez un podcast par exemple ou autre, et que vous trouvez ça sympa, vous pouvez simplement donner 1 euro, 2 euros, 10 euros tout de suite ou 1 euro par mois au créateur que vous aimez bien. Donc c'est vraiment le principe du chapeau sur Internet. Et ça permet à des milliers de créateurs aujourd'hui de vivre de leur contenu sur Internet. La vraie évolution par rapport à My Major Company, c'est, et par rapport au financement participatif en général, c'est qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est-à-dire, je veux pas toucher 30 000 euros et c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si je touche pas mes 30 000 euros dans les 3 mois, vous reprenez l'argent et je fais pas mon film. C'est en fait, je fais des contenus, je m'appelle Margot et je fais des podcasts. Ils sont gratuits, je sais pas s'ils seront gratuits, ça c'est toi qui le sais. En tout cas, ils sont disponibles et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir pour ce que je fais déjà. Et il n'y a pas de limite de temps. Je suis là toute l'année, donc si vous pouvez pas mettre 1 euro tout de suite et que vous pouvez le faire dans 5 mois, vous pourrez le faire dans 5 mois. Et en fait, la grosse nouveauté aussi, c'est que c'est basé sur la récurrence, c'est-à-dire qu'on se rend compte avec le temps que 70% de ce que les créateurs touchent, c'est des dons récurrents que les internautes s'engagent à leur donner. Donc par exemple, lui, je lui donne 1 euro par mois. Et au final, ça permet quand même aux créateurs d'avoir une visibilité sur ce qu'ils vont toucher à l'année. Et donc ça leur permet vraiment de vivre de leur contenu. Et pourquoi tu as choisi de lancer Tipeee en indépendant et non pas d'intégrer ce modèle-là à ma Major Company? Alors en fait, c'est parce que après avoir fermé My Major Company sur le modèle du retour financier pour les artistes, on avait tenté, on voyait Kickstarter exploser aux États-Unis, on s'est dit il faudrait qu'on lance un modèle de financement participatif. En fait, on voulait se séparer du retour financier, qui était en fait le truc qui créait des problèmes dans la relation entre les internautes, nous et les artistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les internautes s'attendent à un retour financier, bah déjà ils investissent pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire ils investissent sur des artistes parce qu'ils pensent que ça va marcher, pas forcément parce qu'ils aiment ce que l'artiste fait. Or, c'est des choses qui sont parfaitement subjectives et peu palpables, et donc ils ne comprennent pas quand ça marche pas. Ils le vivent vraiment comme un producteur qui échoue. Et donc ça faussait la relation du financement participatif qui devait être plus saine, plus simple. Et donc on avait adoré le modèle de Kickstarter, de Ulule et de KissKissBankBank. On avait dit est-ce que sur My Major Company on peut pas garder la marque et faire du financement participatif généraliste en don contre don, c'est-à-dire sans retour financier et sur tous les projets possibles et imaginables. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant 2-3 ans, ça a pas mal marché, mais on a vite vu qu'en fait les pure players, c'est-à-dire Ulule, KissKissBankBank, qui avaient des marques moins fortes que la nôtre à l'époque, étaient en fait connus pour ces modèles-là et que nous, My Major Company, notre marque était déjà tellement connue pour le financement participatif avec retour financier sur des artistes qu'on n'arrivait pas à faire comprendre aux gens qu'on avait changé de modèle. Et donc quand on a lancé Tipeee, on s'est dit on va pas refaire la même erreur, il faut absolument qu'on le fasse sur une marque indépendante, qu'on reparte de zéro. Alors on repartait pas vraiment de zéro parce que toute la base technique et toute l'équipe on l'avait, mais en tout cas du point de vue du branding, quoi, on est reparti de zéro et on s'est dit c'est indispensable parce qu'à partir du moment où ton produit change, même si c'est une petite finesse, il faut que ta marque change, sinon ça embrouille les choses et les gens comprennent plus où ils sont. Voilà en gros pourquoi on a lancé Tipeee sur la marque Tipeee. Et Tipeee, c'est un réel coup de pouce au final qui est donné aux artistes indépendants. Est-ce que ça te tient à cœur, toi, justement, de les aider? Oui, alors c'est moins de les aider à titre individuel et que de trouver un modèle pour la question de la création sur Internet. Moi, en fait, c'est ça qui m'anime depuis le début. Bon, c'est un peu théorique et philosophique, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu monter My Major Company. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument génial dans Internet, depuis le début, ce qui fait d'Internet un média, et encore j'aime pas ce mot, révolutionnaire, mais révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire révolutionnaire comme l'imprimerie a été révolutionnaire, c'est le fait d'abattre des filtres entre les créations ou les idées et les gens. Et c'est ce qui donne tout le sens d'Internet et tout son intérêt. Le problème, c'est que la seule solution qu'Internet proposait jusqu'alors pour financer cette création, pour financer ces idées, c'était le modèle publicitaire, qui est le modèle de tous les autres médias, c'est-à-dire la télé et la radio.
Or, le modèle publicitaire est un modèle, je mets ce mot entre guillemets, mais aveugle ou stupide, quoi, qui en fait ne finance que le clic et l'audience, et ne finance pas la qualité du contenu ou l'attachement que la personne peut avoir à regarder ce contenu. Et donc, de fait, le modèle publicitaire ne fait que promouvoir la face émergée de l'iceberg des gens qui font des contenus extrêmement populaires, extrêmement consensuels, parce qu'il faut que les marques soient d'accord pour les sponsoriser, et extrêmement mainstream. Ce qui en soi n'est pas forcément mauvais, parce qu'il y a des choses mainstream et consensuelles qui sont absolument géniales, hein. Il y a des films mainstream consensuels et des comics mainstream et consensuels que j'adore. Mais ça enlève le génie d'Internet, qui est de pouvoir offrir la parole à des idées alternatives, ou des pensées alternatives, ou des créations alternatives qui précisément n'ont pas vocation à être ultra mainstream et financées par la publicité. Et Internet ne proposait rien pour financer cette création, et le financement participatif avait du sens là-dedans. C'est aussi pour ça que ça a explosé, ça a permis à des projets de niche d'exister. Et c'est pour ça que j'ai lancé My Major Company aussi. Moi, en fait, je suis arrivé en maison de disques, et j'en suis parti en partie dégoûté parce que j'y ai vu. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé stagiaire, je connaissais rien à la musique, et on m'a dit, bah toi, tu vas écouter les maquettes qui arrivent par le courrier. Et je comprenais pas, parce que moi, en fait, je suis arrivé là-dedans en me disant, mais je veux faire ce métier pour écouter les maquettes qui arrivent par le courrier. Pour moi, ça, c'est le boulot des patrons. Il y a des gens qui font de la musique de chez eux, qui galèrent, qui font ça pendant 10 ans, ils envoient des maquettes, c'est le projet de leur vie, et vous filez ça à des stagiaires, et je renvoie des lettres automatiques en disant, bon voilà. C'est ça le marché des maisons de disques. Mais en fait, c'est terrible. Et puis même en tant que directeur artistique, je me retrouvais face à des producteurs, des artistes qui bossaient dans la musique depuis 10 ans, qui faisaient des voilà. Et puis moi qui n'y connaissais globalement rien, et qui avait juste une intuition, je jugeais si oui ou non. Et je trouvais ça fondamentalement dégueulasse. Et encore, j'étais, me semble-t-il, plutôt le plus gentil et le plus humble des autres directeurs artistiques qui s'y connaissaient souvent pas plus que moi. Et je trouvais génial qu'Internet puisse abattre ce filtre et permettre à ces artistes-là de parler directement au public et de prouver, si c'était nécessaire, que les directeurs artistiques s'étaient trompés et que en fait, c'est eux qui n'y connaissaient rien. Et je trouve ça génial qu'Internet permette ça à tout type de création. Alors d'abord la musique, mais aussi YouTube, mais aussi les contenus de vulgarisation scientifique. Voilà. Et puis on a vu émerger des choses absolument géniales sur Internet qui auraient été balayées de tous les médias traditionnels. Et puis ce qui est génial aussi avec Internet, c'est que mine de rien, le format Internet impose aussi une nouvelle norme ou une nouvelle forme de création qui justement n'a pas vocation à aller en télé ou en radio ou sur des médias mainstream. Sur YouTube, voilà, tout doit être très cut, très efficace. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais quand même, ça apporte une forme de création qui est originale et qui parfois est géniale et brillante. Et il faut donc offrir à ces gens-là la capacité de rester sur Internet et de vivre de ce qu'ils font. Et c'est vraiment l'idée de faire en sorte qu'Internet ne devienne pas un média comme les autres, qui promeuvent les mêmes créations qu'ailleurs et le même discours qu'ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution du secteur de la musique en France et même plus globalement à l'international? Est-ce que tu penses que les modèles un peu plus traditionnels des maisons de disques se trouvent menacés par Internet justement? Alors pas du tout, parce que les maisons de disques ont réussi ce tour de passe-passe extraordinaire de dire, à l'époque où on a proposé la licence globale, ils ont tous dit mais vous êtes complètement malade, permettre un système où n'importe qui aura accès à n'importe quoi, c'est absolument impossible et c'est infaisable et ce serait la mort de la création. Puis finalement, en fait, l'avenir de la musique, maintenant tout le monde le sait, c'est le streaming qui est exactement le fait que tout le monde puisse avoir accès à n'importe quoi et n'importe quand et à n'importe quel catalogue. Et en plus, c'est à peu près le même prix que celui qui est évoqué au moment de la licence globale. La grosse différence, c'est que les maisons de disques contrôlent les plateformes de stream, parce qu'elles ont le choix ou non de mettre leur catalogue dessus. Voilà. Alors je dis pas que c'est un mal, je dis juste que dans ce combat-là qui était un petit peu hypocrite, les maisons de disques se sont pas posé la question du bien-être des artistes ni du bien-être des clients. Elles se sont juste posé la question de leur survie. C'est leur droit et elles ont eu raison. Et en tout cas, elles ont vachement bien joué le coup puisque maintenant elles sont au centre du jeu et puis les maisons de disques en valeur explosent et c'est des marchés qui deviennent hyper prolifiques. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que My Major Company n'a pas réussi à faire, pour plein de raisons, et notamment des raisons sociologiques, en fait, c'est l'univers du rap qui a réussi à le faire. Les rappeurs ont passé 10 ans à dire, mais les médias veulent pas nous entendre, les maisons de disques nous disent que ce qu'on fait, c'est impossible, on nous passe jamais à la radio, on nous passe jamais à la télé, et ben en fait, on va prendre Internet. Et le rap a pris Internet. Et ils ont hacké l'industrie musicale en s'octroyant Internet. Et pour moi, en fait, assez paradoxalement, parce que sur My Major Company, il y avait quasiment pas de rap, en tout cas, c'est les rappeurs qui ont réussi ce que My Major Company n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que maintenant, les rappeurs arrivent, ils disent, bah, moi, je vais foutre mes chansons directement sur Internet. Je suis capable, avec 2 potes et 3 sites qui sont devenus très influents, d'exister sans l'aide de personne. Je fais mes clips tout seul et je suis totalement indépendant. Et en fait, les maisons de disques arrivent en bout de course quand le truc a déjà un succès et payent des millions pour récupérer des groupes de rap qui ont plus besoin de personne. Parce qu'ils ont Internet et leur lien direct avec le public comme seule arme. Et je trouve ça génial. Après, encore une fois, c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que sortent de là des choses qui sont pas forcément très vertueuses. Mais voilà, en tout cas, le rap s'est emparé d'Internet et permet de prouver qu'Internet est un média différent des autres. Le digital s'est complètement transformé, surtout ces dernières années. Est-ce que tu te sens toi toujours en phase avec ce secteur ou parfois tu as envie de revenir vers des secteurs un peu plus traditionnels? Alors oui, oui, tout à fait. L'explosion du rap sur Internet, c'est quelque chose qui a plus de 10 ans. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai que l'Internet d'il y a 10-15 ans avait un espèce de truc de liberté qui était génial, que moi j'adorais.
Ce qui m'inquiète un peu dans l'évolution d'Internet, c'est justement cette tentation qu'Internet a de se normaliser. Et c'est finalement assez normal, c'est parce que les GAFA, les gros monstres d'Internet sont rachetés par des gens ou sont financés par des gens de l'industrie traditionnelle et finissent par avoir les enjeux de l'industrie traditionnelle. Et notamment, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est de voir comment Twitter, Facebook se mettent à filtrer la parole, à limiter complètement la liberté d'expression, à dire il y a des gens qui ont le droit de parler, d'autres qui n'ont pas le droit de parler, parce qu'il y a des incohérences politiques qui font que, et finalement, ils deviennent même pires que ce qui se passe en télé ou en radio en termes de normalisation, quoi. Et ça m'inquiète beaucoup. Mais en même temps, j'ai aucun doute sur le fait qu'Internet a les moyens, en tout cas en tant qu'outil, de créer des concurrents à ces gens-là, et qui existeront et qui seront d'autant plus forts que ces gens-là rentreront dans le moule. Donc ça m'inquiète pas trop sur le long terme. Mais oui, c'est vrai que, bon, après, moi aussi j'ai 40 ans, donc l'Internet d'il y a 10 ans m'avait beaucoup excité. Et je pense que, en tout cas, moi, mon combat sur Internet, c'est d'être capable de maintenir cette liberté d'expression, de ton et de création. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé Tipeee. Et à l'époque, sur internet, il y avait vraiment tout à faire. Est-ce que justement tu as un petit regret par rapport au modèle d'avant où comme tu l'as dit, c'était un modèle qui était, super excitant parce que c'était en pleine expansion? Ou au contraire, tu trouves qu'il a quand même bien évolué? Bah moi, il y a cette normalisation, cette tentation d'Internet de devenir un média comme les autres qui m'inquiète un peu. Il y a un autre truc aussi. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est ce qui est un peu triste, c'est que, en fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que tous ceux qui sont emparés d'Internet il y a 10 ans et qui l'ont hacké finalement, qui ont hacké le monde et qui ont hacké le business pour monter leur truc et qui se sont en fait gavés sur la liberté d'expression, sur l'anonymat, sur le fait que les gens y trouvent un endroit pour vivre des choses et qu'ils peuvent pas vivre ailleurs, sont aujourd'hui les grands prêtres de la normalisation, de la surconsommation et d'un monde qui me déprime un peu, quoi. Donc je trouve ça un peu triste, mais encore une fois, je pense qu'ils se feront doubler. Ce qui m'inquiète, c'est si le pouvoir politique se met un peu comme les Chinois à vouloir absolument tout contrôler de ce qui se passe sur Internet. Ça, ce serait un peu triste. Mais j'ai du mal à voir. Il y a encore tellement de choses à faire. Encore une fois, ouais, la Chine débarque. TikTok, c'est le premier exemple d'une boîte chinoise qui devient plus grosse qu'un GAFA. Et je crois même que sur les nouvelles générations, je déjeunais avec le directeur général de TikTok France qui me disait que sur les nouvelles générations, c'était déjà la nouvelle génération occidentale, c'était déjà le réseau social principal. Donc les enjeux sont considérables parce que quand on lui pose la question de où sont les données, qui les a, il nous répond bon a priori c'est aux États-Unis, mais on sent que c'est un sujet touchy et puis on sait pas trop si c'est et puis on sait pas trop si c'est vrai. Il y a des sujets politiques qui sont absolument considérables et qui sont passionnants. Donc c'est dur de mettre un point final à l'histoire d'Internet parce qu'en fait l'histoire d'Internet se construit encore. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'Internet soit un média différent et que ça le reste. Tu viens de le dire, l'histoire d'internet se construit encore. Du coup, c'est quoi ta vision de l'internet de demain? C'est très dur de répondre à des questions comme ça. Je pense qu'il y a deux courants qui vont s'affronter. Le courant de la normalisation des GAFA et du monde occidental qui va vouloir contrôler tout ce qui s'y dit, qui va se focaliser pour faire en sorte qu'Internet soit un lieu de surconsommation abrutissant de produits de mauvaise qualité. Voilà. Et en parallèle, un Internet dissident qui trouvera des lieux d'expression ou des lieux d'hébergement qui seront peut-être de manière assez surprenante dans les pays émergents et pas forcément en Occident, parce qu'il y aura une tentation politique de tout contrôler et de faire en sorte que non, qu'Internet devienne l'ORTF, quoi. Et voilà, j'imagine en tout cas ces deux mondes s'affronter. Bon, j'ai bien peur que massivement les gens s'orientent vers le premier Internet qui est celui de George Orwell, quoi. Mais l'important c'est que l'autre existe. Voilà, et tant que l'autre existera, finalement c'est pas très grave qu'il existe quelques moutons majoritaires. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Et revenons sur ton parcours. Donc, tu l'as dit, tu as fondé plusieurs entreprises et à côté de ça, tu es aussi papa de 2 enfants. Comment on fait justement pour trouver un juste milieu entre vie professionnelle et vie familiale? Bah, c'est difficile, faut être aidé déjà, c'est important. Mais bon, c'est faisable en fait, la vie de patron, ça dépend beaucoup de la boîte et de son stade et du profil de l'entrepreneur. Il faut être capable de mettre des limites quoi, d'éteindre son téléphone, de raccrocher et de passer à autre chose. Alors ce qui est vrai, c'est que c'est toujours un peu plus facile à dire qu'à faire parce que ça dépend beaucoup de où en est la boîte et de est-ce qu'elle se porte bien. C'est très difficile de dire à un patron avec une boîte qui est en crise, un bateau qui est en train de s'effondrer et des gens qui le harcèlent au téléphone toutes les secondes et le mec peut pas se payer d'assistante, de dire bah raccroche, toi de tes mômes. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai eu la chance en fait de faire des enfants à une période où la boîte allait très bien, où j'avais pas trop d'enjeux et globalement aller au boulot, c'était sourire et se marrer avec des potes essentiellement. Donc ça a pas été trop compliqué. Et si on devait dresser justement un profil type d'un entrepreneur, bon, tous les entrepreneurs sont différents, mais qu'est-ce qui définit un entrepreneur et surtout quelles qualités doit-on avoir pour entreprendre? Je sais pas trop s'il y a une définition d'entrepreneur. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux profils d'entrepreneurs assez distincts. Il y a l'entrepreneur exécutant et l'entrepreneur, alors je mets ce mot entre guillemets, visionnaire. Et alors parfois, il y en a qui ont les deux, qui est, bah là, c'est l'entrepreneur ultime.
Mais en tout cas, moi, ce que je suis comme entrepreneur, c'est plutôt, j'observe un secteur et je me rends compte que je vois plus vite que les autres ce qui manque ou ce qu'on pourrait faire différemment et qui marcherait. C'est-à-dire, c'est le profil de l'entrepreneur, je sais plus qui avait fait cette allégorie, c'est le mec qui se balade au milieu d'une forêt, qui voit un cours d'eau et qui se dit donc il est avec son pote et son pote il dit: «Putain, c'est très joli». Il lui dit: «Ouais, c'est très joli, mais en fait, si on mettait un truc là, un tourniquet, machin, on pourrait faire un espèce de petit moulin et puis ensuite on ferait un câble qui ferait machin». Et l'entrepreneur, c'est celui qui voit le tableau, qui n'est pas que contemplateur, qui se dit: «Ah mais moi je pourrais changer le truc et faire un truc qui serait utile et qui marcherait». Moi je suis comme ça, c'est pour ça que mon problème, c'est plutôt le temps et ma capacité à faire d'autres choses. Parce que des idées, j'en ai toujours plein et en fait, honnêtement, j'ai la certitude que, si j'avais été, cheminot ou, poissonnier, j'aurais eu une enfin, c'est dans ce secteur-là que j'aurais eu des idées. En fait, je suis arrivé dans la musique et donc, assez vite, je me suis dit: «Bah, je vais être producteur indépendant» et ça me semble logique que My Major Company soit venu. Et après, j'ai mis le nez dans internet et dans le soutien à la création et naturellement, Tipeee est arrivé. Si demain je me foutais, aux échafaudages, j'aurais probablement des idées, alors bonnes ou mauvaises, hein, mais ça, c'est ma nature. Après, il y a l'exécutant, c'est-à-dire la capacité à faire, quoi. Et honnêtement, je trouve que dans le succès d'une entreprise, l'idée vaut infiniment moins que la capacité d'exécution. Parce qu'en fait, des idées, je sais très bien, j'en ai, mais en fait, quand je les ai, il y en a 100 qui l'ont eu avant moi, et il y en a 1000 qui l'auront après. Donc en fait, ce qui fait vraiment la différence, ce qui fait qu'une idée devient un succès, et ce qui fait même qu'une mauvaise idée peut devenir un succès, parce que j'en ai vu plein, c'est la capacité d'exécution, et c'est ça qui rend riche. Et la capacité d'exécution, alors pour ça, je suis assez moyen, et c'est cette faculté à se lever le matin et à vouloir se faire chier avec tous les détails, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'emmerde un peu. Mais c'est honnêtement dans l'entrepreneuriat ce qui, à mon sens, a le plus de valeur. Moi, j'ai toujours considéré que ce qui faisait le succès dans l'entrepreneuriat, c'était aller à 20% la capacité d'exécution et à 80% la chance. Je trouve que l'idée au fond vaut pas grand-chose. Et justement, quand on souhaite entreprendre, par où on commence? Si tu devais retenir une seule chose. Moi, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je pense qu'il faut découvrir un domaine et apprendre un domaine sur le bout des doigts. Parce que ça sert à rien. Je veux dire, nous, on s'est lancé dans My Major Company, on s'est lancé dans la musique. Ça faisait 4 ans qu'on était producteur et éditeur indépendant et on avait fait 3 ans en direction artistique en maison de disques. En lançant My Major Company, on a encore découvert des choses dans le domaine qui changeaient tout le business model et qu'on maîtrisait pas encore. Donc, si on connaît pas bien un secteur, ça me semble très compliqué de se mettre dedans. Alors évidemment, sur Internet, on peut créer des secteurs. Là, ça devient encore autre chose. Mais oui, j'ai envie de dire, si on a envie de faire la fintech, c'est quand même bien d'aller bosser en banque avant pour comprendre qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on pourra jamais doubler. Voilà. Donc moi, je dirais, il faut d'abord se plonger dans un domaine et c'est en apprenant ce domaine-là que les idées viennent, me semble-t-il. Et entreprendre, c'est vraiment choisir un mode de vie. Est-ce que parfois on peut le regretter d'avoir entrepris? Est-ce qu'on ressent l'envie d'une vie un peu plus tranquille? Alors moi, non, parce que encore une fois, je suis un entrepreneur de contraintes. C'est-à-dire que être salarié de n'importe quoi et pour n'importe quel salaire aurait sans doute été pire dans ma vie. Alors peut-être pas de n'importe qui. Voilà, si j'avais été salarié d'un mec que j'admire et que j'adore, je l'aurais peut-être au contraire très bien vécu. Il s'avère que des gens que j'admire, j'ai dû en rencontrer 2 en 40 ans, donc il fallait quand même un sacré coup de chance. Donc je pense que je l'aurais de toute façon mal vécu. Par contre, j'ai vu autour de moi, notamment dans les profils d'entrepreneurs exécutants, des mecs souffrir énormément et se dire ouais, non mais c'est trop dur quoi. Effectivement, l'entrepreneuriat, 80% des cas, c'est une vie de regret quand même, hein. C'est-à-dire, il y a vraiment 80% des cas, on se dit, enfin moi j'ai vu hein, des potes, mais après je mets dans l'entrepreneuriat absolument tout, hein. Même un mec qui monte un garage ou qui décide d'être chasseur de tête indépendant ou même graphiste indépendant. Alors oui, on gagne un peu de liberté d'organisation, mais en fait on a tellement d'emprisonnement par ailleurs. Bon alors après, c'est vraiment quand même particulier à la France. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat en France, il faut être complètement fou, quoi. Faut vraiment le vivre comme une contrainte. Moi, je trouve ça particulièrement dur dans ce pays, ouais. Et si tu ne devais retenir qu'une chose de ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas, une anecdote, quelque chose qui t'a marqué sur ton parcours d'entrepreneur? Et c'était une école extraordinaire, quoi. J'ai appris tellement de choses sur les gens, sur la France, sur moi, sur internet, sur la musique. Enfin, c'est quand même un parcours, extraordinaire. Ce qui est sûr, c'est que ça a été extrêmement enrichissant. C'est-à-dire que dans une vie de salarié avec une tâche, unique, même si c'est pas unique, en tout cas, très sectorisée, je me serais très vite ennuyé, je pense. Là, ce qui quand même caractérise, ces 13 années ou 15 années d'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage. Ça a été, extrêmement riche. Je crois pas avoir d'anecdotes. En fait, des anecdotes, j'en ai des centaines. J'ai pas d'anecdote qui puisse servir de conclusion à ce parcours d'entrepreneuriat, je crois. Peut-être tout simplement parce qu'il n'est pas terminé. Alors si, enfin, si, moi je sens quand même que j'arrive au bout d'un truc. Alors peut-être que ça reviendra plus tard, mais j'en suis pas convaincu. Moi, en tout cas, de ma vie d'entrepreneur, j'ai l'impression d'être arrivé au bout de ce que j'avais à apprendre sur moi et de ce que j'étais capable de faire, de ce qui m'amusait et de ce qui m'amusait pas.
Et donc, je vois assez peu de raisons pour lesquelles je pourrais me relancer, mais en même temps, je dis ça, mais ça peut me doubler, hein. Une bonne idée ou une envie, ça peut me rattraper, hein, et donc, voilà, je peux pas le dire de manière définitive. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai besoin de passer à autre chose. Et si tu devais passer à autre chose, est-ce que tu sais déjà vers quoi t'aimerais t'orienter? Ouais, j'ai mes petites idées, ouais, mais ça reste, pour l'instant, dans ma tête. Bien sûr, bien sûr. Et si t'avais quelques conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient entreprendre à leur tour, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? J'avoue que j'ai toujours un problème avec ce truc de souhait d'entreprendre ou d'envie d'être entrepreneur, parce que moi, j'ai l'impression que c'est le projet qui donne envie d'entreprendre. Mais c'est parce que moi, c'est mon profil d'entrepreneur. Je pense qu'il y a effectivement des mecs qui sont, pour le coup, beaucoup plus entrepreneurs que moi, qui sont ces entrepreneurs exécutants, ouais, qui ont envie de se lever à 7 heures, de tout regarder dans le détail, de mettre en place des process, de vérifier que les process ont eu lieu, de gueuler sur ceux qui l'ont mal fait, de féliciter ceux qui l'ont bien fait. Je sais pas, il y a ces profils-là, hein, qui sont précieux. Pour moi, c'est l'idée qui donne l'envie d'entreprendre. C'est vraiment, putain, le monde est comme ça, mais j'ai l'impression que si, c'est comme voir un tableau et se dire, putain, ce serait plus joli s'il y avait un arbre ici, quoi. Et c'est l'envie de voir cet arbre sur ce tableau qui a été toujours le moteur dans ma vie d'entrepreneur. C'est vraiment pas l'envie de peindre. Peindre, ça me fait chier. C'est vraiment, c'est vraiment, j'avais envie de voir l'arbre. Donc, en fait, on peint par contrainte, quoi. C'est parce qu'il y a personne qui est d'accord pour passer du temps à le faire à notre place. Donc, non, je sais pas trop quel conseil donner. Moi, le conseil que je donnerais, c'est va dans un secteur. En gros, s'il y a un secteur qui t'attire, va dedans, fais n'importe quoi, porte des caisses. Et si tu sens que tu as un regard sur les choses qui est un peu différent des autres, vas-y, mais même au plus bas de l'échelle. Et va regarder, va découvrir. Sois stagiaire, porte des cafés, fais de la merde. Moi, je suis arrivé en stagiaire maison de disque en me disant, ouais, ça va être cool, je vais être dans les coulisses de je sais pas quoi, machin. En fait, rien du tout. Tu ouvres du courrier, t'envoies des lettres toutes faites à des, à des mecs en province. Au moins, tu leur offres la chance d'avoir été écouté, même si c'est un stagiaire. Et puis, en fait, en faisant ça, j'ai appris énormément de choses. Et si j'avais pas fait ça, en fait, j'aurais pas monté My Major Company. Et si j'avais pas découvert que les maquettes, c'était les stagiaires qui les écoutaient, j'aurais jamais monté My Major Company. Et donc, en fait, faut prendre toutes les opportunités, même les plus pourris, dans les secteurs qui nous intéressent. Et en fait, ces opportunités-là, elles vont nous offrir un regard. Et c'est ce regard-là qui va nous faire naître un jour une idée et cet arbre qui manque sur le tableau. Mais en fait, si on va pas d'abord regarder le tableau, on peut pas savoir que l'arbre il manque et on peut pas savoir exactement l'arbre qu'il faut faire. Voilà. Et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit bien avant, c'était qu'il était super difficile d'entreprendre en France. Et justement, il y a des aides qui existent. Pour toi, c'est pas suffisant? Non, alors oui, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il faut relativiser la chose. Je trouve très dur d'entreprendre en France par rapport aux autres pays comparables. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus simple d'entreprendre en Angleterre, plus simple d'entreprendre aux États-Unis, plus simple d'entreprendre probablement même en Suède, probablement plus simple d'entreprendre en Allemagne. Voilà, bon, mais nous, on est la 5e puissance mondiale, donc on pourrait estimer que ça devrait être au moins aussi simple que dans les 4 que j'ai cités qui sont devant nous, pour résumer. Dans la Suède, il n'y est pas, mais bon, on s'est compris. Je trouve que c'est très dur en France parce que la difficulté administrative, juridique et fiscale est vraiment insupportable. C'est-à-dire, moi j'ai vécu ma vie d'entrepreneur du début à la fin comme un mec qui roule avec sa voiture sur l'autoroute en me disant qu'il fait du mieux qu'il puisse et qui se dit: «Si les flics m'arrêtent, si les mecs sont bien lunés, évidemment ils vont me laisser passer parce que je suis gentil, que j'ai pas bu, que je conduis, prudemment et que j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais il y a tellement de lois, tellement de règles et je peux tellement pas les lire que si le mec est mal luné et qu'il veut me faire chier, il va me faire chier.» Et c'est exactement ce que j'ai vécu comme relation à l'administration pendant toute ma vie d'entrepreneur. Je me suis tapé des contrôles fiscaux et c'est vraiment, honnêtement, insupportable à vivre, hein. Je me suis tapé des contrôles fiscaux sur des trucs où on est indiscutable d'un point de vue moral. C'est-à-dire qu'on fait tout du mieux qu'on peut. On place même des règles parce qu'on est sur des zones grises qu'on n'est pas obligé de faire, mais qui sont des règles préventives. Voilà. Et puis, mais le mec, eh ben, il est de mauvaise humeur, et puis machin, bah, il trouve un truc que personne connaissait, et machin, et bah, il faut nous filer 150 000 euros, monsieur, et quand t'es une start-up et que t'es pas solide, bah, t'es mort. Voilà. L'État est capable de ça, faut le savoir. Je trouve ça extrêmement dur. Alors, je suis pas sûr que ce soit extrêmement différent ailleurs. Par ailleurs, ce qui est vraiment très très dur en France, c'est les charges qui pèsent sur les salaires. C'est vraiment, c'est considérable. Et notamment pour les entrepreneurs qui, faut-il le rappeler, si leur boîte elle coule et qu'ils peuvent plus se salarier, eux, ils n'ont aucune protection. Ils perdent tout. Il y a la solidarité, etc. Mais ça reste quand même très dur à encaisser. Et puis, dans tous les pays que j'ai cités par ailleurs, peut-être pas la Suède, mais bon, les charges sont beaucoup moins grandes. Il y a une autre difficulté aussi qui est la difficulté de la taille du marché natif. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. Les Français sont des entrepreneurs, pour moi, peut-être même les meilleurs au monde, hein. C'est pas un hasard si les Français ont lancé Dailymotion en même temps que YouTube, ils ont lancé Deezer en même temps que Spotify, qu'on a lancé Ulule et KissKissBankBank en même temps que Kickstarter. La grosse différence, c'est que bah, on est français et que notre marché, il est francophone, donc il est infiniment plus petit que le marché anglais, et donc qu'à marché natif équivalent et à succès équivalent, on n'a absolument aucune chance de lutter contre les anglophones qui font la même chose que nous. Tipeee, nous on l'a lancé en même temps que Patreon aux États-Unis.
Patreon, ils font 100 fois notre volume parce qu'ils sont immédiatement mondiaux, ils sont capables de lever 400 millions de dollars quand nous, on lève 400 000 euros. Enfin voilà, c'est absolument incomparable. Et je pense que, bon, c'est le tragique de la vie, on est français, et on doit se contenter de ça, mais c'est comme ça. Par ailleurs, et c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser la chose, il y a 197 pays dans le monde, le chiffre est complètement faux, je ne connais pas le chiffre exact, on fait quand même partie des 20 pays dans lesquels c'est les plus simples d'entreprendre. Donc on ne peut pas vraiment totalement se plaindre. Des Mark Zuckerberg, il y en a 10 qui naissent par génération au Kazakhstan, ou au Pakistan, ou en Guinée équatoriale. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de monter des startups à San Francisco, et c'est le cas pour 99% de l'humanité. Donc on fait quand même partie des 1% les plus privilégiés, mais c'est vrai que parmi ces 1% de plus privilégiés, ce qui est assez triste, c'est que l'État et le système français, me semble-t-il, nous handicapent plus qu'ils ne nous aident vis-à-vis de la concurrence des 1% aussi privilégiés que nous. Et pour toi, du coup, entreprendre, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Ah oui, oui, complètement, bien sûr, oui, oui, je le ferai évidemment. Mais encore une fois, parce que de toute façon, j'aurais pas eu trop le choix, hein, donc voilà, il fallait que j'entreprenne. Et par ailleurs, au final, c'est quand même, ça a fonctionné et ça m'a permis de bien vivre et d'être sécurisé d'un point de vue financier très tôt dans ma vie, et donc d'être libre, ce qui était de toute façon la quête de ma vie. Bah écoute, en tout cas, Michael, merci beaucoup pour ces paroles très inspirantes et merci d'avoir partagé ton point de vue sur tous ces sujets avec nous. Eh ben merci de m'avoir reçu. C'est la signe de la fin de notre épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.